Bonjour et bienvenue à tous. Pour ce premier Facebook Live, on se retrouve dans un endroit mythique et chargé d'histoire. On est sur la piste du circuit du Mans. Alors, il y a un peu plus de 2 semaines ici, c'était les 24 heures du Mans. Et dans 2 jours, ce sera le Mans Classique. Alors, pour faire la transition entre ces deux événements, on a l'honneur de retrouver Pierre Fillon et Patrick Peter, qui sont respectivement les présidents de l'Automobile Club de l'Ouest et de Peter Auto, les deux entités co-organisatrices du Mans Classique. C'est bien ça, hein, Pierre et Patrick. Bonjour. Absolument, on organise le Mans Classique ensemble depuis 18 ans. Et alors j'ai une question, on va marcher dans la ligne droite. J'ai une question pour commencer. On connaît l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 heures du Mans depuis 1923. On connaît aussi Peter Auto qui organise des événements automobiles historiques depuis une trentaine d'années. Peter Auto organise par exemple le Tour Auto seul et l'Automobile Club de l'Ouest organise seul les 24 heures du Mans. Est-ce que c'est pas compliqué pour vos deux sociétés, vos deux entités indépendantes de se mettre d'accord sur l'organisation d'un événement commun ? Non, pas du tout, parce que ça s'est fait naturellement et puis chacun, on s'est partagé les tâches. Il est évident que l'Automobile Club de l'Ouest a une parfaite maîtrise du circuit, de l'organisation du grand circuit qui est quand même très très particulière. Et nous avons une bonne connaissance des pilotes, nous avons une bonne connaissance des partenaires qui sont dans ce milieu, etc. Donc on s'est partagé facilement les tâches et ça fonctionne très bien. Et de son côté, dans cette organisation, l'Automobile Club de l'Ouest, comment se répartissent un peu les rôles entre Peter Auto et l'ACO ? Je crois que pour faire très simple, on va dire que l'ACO, c'est tout ce qui est sur la piste, avec les commissaires, la direction de course, la sécurité, toute l'organisation qu'il y a autour de la mise en service et du suivi de la piste. Et puis Peter Auto, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à l'extérieur, toutes les animations, tout ce qu'organise Patrick depuis 2004. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'échanges croisés entre les deux organisations. Donc on fait de plus en plus de choses ensemble. Et alors Pierre, l'une des particularités du circuit du Mans, outre sa longueur de 13 km 600, qui est un très grand circuit, l'autre particularité c'est que le circuit n'est pas permanent. Là aujourd'hui il y a des voitures qui roulent sur la départementale 338, qu'on appelle aussi la ligne droite des Hunaudières. Est-ce que c'est pas compliqué de refermer une deuxième fois cette départementale seulement 3 semaines après les 24 heures du Mans ? Non, parce qu'on laisse beaucoup de choses en place. Alors c'est vrai que c'est tout un process un peu compliqué de fermer cette route. Il faut mettre en place des rails, il faut protéger les riverains, il y a des grillages, il faut mettre en place les postes commissaires, il y a des caméras. Enfin, voilà, il y a toute une organisation, mais qui est extrêmement bien rodée puisqu'elle existe depuis longtemps. Et en fait, voilà, on mutualise un petit peu, on laisse un peu en place un certain nombre d'installations pendant ces 3 semaines, ce qui fait que c'est pas trop compliqué de la refermer pour le Mans Classique. Et alors là, ce week-end, on est là au Mans Classique, on est ici un peu pour parler de l'histoire des 24 heures du Mans. Je veux faire appel à votre mémoire. Est-ce que vous vous souvenez, Pierre, de votre première venue ici sur le circuit ? Alors moi je suis venu ici la première fois en 1966 avec mon grand-père, mais je m'en souviens pas tout à fait. Par contre j'ai un souvenir très précis en 69 de ce final entre Jackie X et la Porsche 917. Jackie X sur sa Ford GT40 que j'oublierai pas. Voilà, et vous Patrick ? Alors moi j'étais un peu plus vieux, c'était en 1971, j'avais dû avoir mon permis de conduire 3 semaines plus tôt, donc je me suis dit il faut absolument que j'aille voir les 24 heures du Mans. Je ne sais pas si j'ai conduit très raisonnablement à ce moment-là, mais en tous les cas je garde un très bon souvenir de l'épreuve. Et justement, alors Pierre, vous parliez de la fameuse année, la victoire de Jackie X. On se souvient qu'à cette époque-là, c'était l'époque des fameux départs type Le Mans. Donc on avait les voitures qui étaient alignées de ce côté-là de la piste, les pilotes qui étaient de l'autre côté en face. Et au moment du baisser du drapeau tricolore bleu-blanc-rouge, on avait les pilotes qui traversaient la piste, montaient leur voiture et partaient. Vous vous souvenez de ça ? Ah oui, je m'en souviens très bien. Alors, mais par contre, en 69, c'était la dernière année, puisque c'est là où Jackie X part en marchant, part dernier et gagne la course. Et en fait, met en évidence les problèmes de sécurité, puisque le souci, c'était que la plupart des pilotes ne s'attachaient pas. Ils faisaient leur premier relais sans ceinture, ce qui n'était pas très raisonnable et ce qui serait aujourd'hui impossible. Mais voilà, par contre, on essaye
de reproduire ce départ en épi. Alors c'est fait au moment de Le Mans Classique pour tout ce qui est avant 69, mais on le fait aussi sur les courses du championnat du monde d'endurance et au Mans. Alors on ne le fait pas en vrai, mais on met les voitures en épi et on fait le départ de tour de formation en épi pour essayer de retrouver un peu cette ambiance, parce que c'est vrai que ce départ était magique. Et alors justement, Patrick, je rebondis sur ce que disait Pierre. Comment se fait-il que ce qui était trop dangereux en 69, les spectateurs du Mans Classique vont pouvoir le vivre, puisque c'est un des grands moments du Mans Classique. On va faire revivre le départ en épi avec les pilotes d'un côté, les voitures de l'autre. Comment c'est possible aujourd'hui ? C'est pas possible, c'est toujours aussi dangereux. Donc en fait, c'est une simulation de départ Le Mans. Donc on met toutes les voitures en épi parce que c'est quand même le symbole, ça a été le symbole du Mans pendant 50 ans. Donc on met toutes les voitures en épi et on demande aux pilotes de ne pas faire de bêtises parce que de toute façon ça ne sert à rien. On va les emmener avec un leading car jusque dans les hunaudières et dans les hunaudières on les remet en grille exactement pour ensuite faire un départ lancé pour lesquels ils peuvent se préparer, se sangler, etc. Mais c'est suffisant pour se rendre compte de ce que pouvait donner ce type de départ. Oui, parce que les pilotes jouent le jeu. Alors, ils font pas de bêtises, mais en même temps, ils font vroom vroom, et donc c'est très spectaculaire. Et alors, on reste dans l'histoire. Pierre, qu'est-ce qui vous a amené comment vous êtes arrivé à l'Automobile Club de l'Ouest et comment vous étiez amené à travailler dans le monde du sport automobile ? En fait, j'ai toujours été passionné par les 24 heures. Je rêvais d'être ou médecin ou pilote. Je suis devenu médecin, pilote ensuite. Donc, après mes études, je me suis un peu consacré au pilotage. Et puis, j'avais rencontré notre ami Jean-Paul Driot de Dams qui lançait sa Formule 1 à l'époque. Et j'étais venu le voir et voilà, j'ai travaillé un peu avec lui. Il m'a fait découvrir un peu le monde du sport automobile. Évidemment, je m'intéressais aussi à la CO. Et quand mon prédécesseur, Jean-Claude Plassard, est arrivé à la CO en 2004, il m'a demandé d'intégrer le comité directeur. Et c'est comme ça que je suis devenu très actif dans la CO et de fil en aiguille, président de la CO. Et vous, Patrick, je crois que la course automobile, c'était pas votre passion première, hein. Bon, je suis quand même d'une génération où la voiture, quand on était petit garçon il y a 50 ans, même un peu plus, il est clair que quand on voyait une belle voiture, c'est quelque chose de tout à fait évocateur, etc. Mais bon, professionnellement, moi j'avais monté avec mon épouse une agence de relations publiques et puis un jour il y a des organisateurs qui faisaient des coupes de l'âge d'or à Montlhéry qui m'ont demandé si je pouvais les aider. On y est allé, on a été enthousiasmés et puis petit à petit on est rentré de plus en plus dans l'organisation jusqu'à devenir organisateur par nous-mêmes. Et ça c'était en 83 je crois. Et les coupes de l'âge d'or continuent d'exister sous un nom un petit peu différent, c'est ça ? C'est devenu le Grand Prix de l'âge d'or, c'est nous qui l'avons transformé en 85 ou 86, c'est devenu le Grand Prix de l'âge d'or et puis maintenant malheureusement il a fallu le changer de lieu puisque le circuit de Montlhéry n'est plus homologué. Donc on est parti à Dijon, mais Dijon est aussi un très très beau circuit avec des grands souvenirs automobiles. Et Patrick et Pierre, vous souvenez-vous de votre première rencontre commune ? Oui, c'était à Le Mans Classique 2004. Moi, je venais de rentrer à la CO. J'avais la chance de rouler sur une Chevron B8. Et voilà, j'ai dû rencontrer Patrick, que je ne connaissais pas encore, mais dont je connaissais évidemment de réputation. Et j'ai dû le rencontrer au Drivers Club ou quelque chose comme ça. Écoutez, moi je me rappelle d'avoir rencontré Pierre à cette époque, mais je ne me rappelle pas exactement pendant le Mans Classique, parce que pour ne rien vous cacher, on a un peu la tête dans le guidon à ce moment-là, et donc ça a dû être une rencontre assez brève. Mais comme il est rentré au comité directeur de la CO très rapidement derrière, effectivement, on a eu des relations plus suivies après. Et aujourd'hui, on sent que c'est une co-organisation pour le Mans Classique qui se passe très très bien. On sent qu'entre vous deux, il y a vraiment un courant qui passe bien. Quelles sont les qualités respectives vous appréciez l'un chez l'autre ? Oh là, faut pas que je le dise devant lui. Non, effectivement, on s'entend très bien avec Pierre. D'abord, je crois qu'on partage la même culture automobile, ça c'est important parce que un événement comme le Mans Classique, ça
on a besoin d'évoluer. Tous les ans, il faut apporter un plus, il faut apporter... Et on n'a pas besoin de discuter pendant 107 ans. Il y en a un qui a une idée, l'autre la valide, ou on discute, et ça se fait... c'est du ping-pong rapide et efficace. Je crois que on est à l'écoute l'un de l'autre des critiques constructives de l'un et de l'autre, et c'est ce qui permet que l'événement s'améliore et grandisse régulièrement. Je crois que Patrick a parfaitement résumé ce qui se passe entre nous, et c'est vrai qu'on est plutôt complémentaires. J'ajouterais juste que voilà, Patrick a une expertise de l'automobile classique que j'ai certainement beaucoup moins. J'ai une expertise plutôt sur le moderne parce que je me suis beaucoup intéressé à ça, et qu'aujourd'hui on organise plutôt des courses modernes alors que Patrick organise des courses classiques. Donc je crois qu'on est complémentaires. En plus, Patrick a toujours plein d'idées, et moi j'adore les gens qui ont des idées. Et alors justement, Pierre, vous parlez du moderne. Le lien entre l'ACO et Peter Otto n'existe pas qu'au travers du Mans classique, puisque si on remonte un petit peu dans le temps, au début des années 2000, alors les 24 heures du Mans marchaient toujours bien, c'était toujours une course populaire. En revanche, les courses d'endurance n'existaient pratiquement plus en Europe. Et donc c'est l'ACO et Peter Otto qui ont fait renaître initialement les courses de 1000 km, on se souvient des 1000 km de Spa, des 1000 km de Monza, via la série qui s'appelait Le Mans Endurance Series au tout début, qui est devenu ensuite Le Mans Series, et qui, en prenant quelques raccourcis, est devenu le WEC finalement. Patrick, vous vous souvenez de cette époque, de ce moment où vous avez lancé en 2004 donc les Le Mans Endurance Series? Je m'en souviens bien, on a fait ça avec Michel Cosson, qui était à l'époque le président de la CO. En fait, on avait eu une première expérience, puisque moi j'avais monté avec Stéphane Rattel et Jürgen Barth le BPR, et on avait amené, quand les 24 heures ont eu une période difficile en 94-15, avec suite à des changements de réglementation, etc., on avait amené une grande partie du plateau. Et donc on était rentré en relation avec la CO de cette façon. Et effectivement, on en était arrivé à la conclusion qu'il n'était pas possible pour un constructeur, pour un team, d'investir 100% d'une nouvelle voiture, d'un projet, etc., sur une seule course, et qu'il fallait développer et il fallait proposer une saison complète. Et ce qui avait déjà été fait avec l'American Le Mans Series 2 ans avant, ou 3 ans avant, c'est fait naturellement avec le Mans Series. Et puis moi j'ai arrêté en 2012 parce que j'ai préféré me concentrer sur l'historique, et comme on était déjà associés à ce moment-là, on a pris un peu plus dans l'historique, et la CO a pris la totalité de Le Mans Series et du WEC. Et justement, oui, Pierre, donc Peter Otto, c'est un peu retiré de l'historique. Vous êtes toujours en plein dedans. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur les 15 dernières années, sur l'évolution de l'endurance depuis 2004, depuis la création des Le Mans Endurance Series? Je crois que finalement, c'était la base de cette pyramide de l'endurance dont on parle aujourd'hui, dont le sommet sont les 24 heures. Et il y a effectivement à la base, il y avait l'American Le Mans Series avec Don Panos. Il y avait l'European Le Mans Series, qui s'appelle maintenant comme ça, mais qui avait été lancé avec Patrick. Et puis on a lancé plus récemment l'Asian. Et c'est vrai qu'ensuite, il y a l'étage du milieu qui est le championnat du monde. C'est vrai que c'est un peu le LMS qui a été à la base de tout ça. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'assurer cette grille magnifique qu'on a au Mans de 60 voitures. Donc voilà, il y a vraiment un terrain de jeu aussi bien pour les constructeurs. Mais n'oublions pas les privés. Le Mans, ça a toujours été cette savante alchimie entre les teams privés et les grands constructeurs. Et aujourd'hui, cette pyramide fonctionne parfaitement. Donc je crois que la vision de l'époque était vraiment très lointaine. Et alors justement, j'en profite, on parle un petit peu d'actualité. 15 jours après les 24 heures, l'euphorie est un petit peu retombée. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette édition des 24 heures du Mans 2018 ? Écoutez, d'abord, ça reste une très grande fête populaire, et ça reste une épreuve qui est unique, quelle que soit l'affiche.
Et ça, c'est vraiment important de le rappeler. Après, ça restera une course un peu unique parce que Toyota a enfin gagné. Toyota s'est présenté 19 fois, enfin c'était la 20e fois qu'ils se présentaient. Ils ont mis 20 fois à gagner. D'abord, c'est une belle leçon il ne faut jamais abandonner et toujours persévérer. Mais en plus, voilà, il y a l'histoire Porsche, il y a l'histoire Audi, il y a l'histoire Ferrari. Toyota n'avait pas encore une histoire. Maintenant, il en a une. Elle est unique si on pense à tout ce qui a pu leur arriver sur les épreuves précédentes. Après, on a eu une très très belle course en GT avec 6 marques, 6 belles marques, le retour de BMW. Voilà, il y avait 256 000 spectateurs, donc une très belle épreuve. Et justement, j'en profite sur la victoire de Toyota. La première Toyota 24 heures du Mans, c'était en 1985, une Toyota 85C. Et le châssis 01, donc cette voiture qui a participé aux 24 heures du Mans, est là ce week-end en groupe C Racing. Est-ce que Patrick, c'est une vraie volonté de garder une connexion entre le passé et le présent au Mans Classique? Est-ce qu'on Oui. cherche à impliquer les constructeurs à montrer à faire valoir leur héritage en compétition? Oui, bon, impliquer les constructeurs. Il est clair que quand on parlait de voitures anciennes il y a 25 ans aux constructeurs, ça les enthousiasmait très moyennement. Clairement, ils avaient souvent l'impression que c'était des achats enfin des ventes qu'ils n'allaient pas pouvoir faire parce qu'il y avait des collectionneurs qui avaient la mauvaise idée d'acheter des voitures anciennes. Aujourd'hui, tous les constructeurs travaillent sur leurs racines et donc clairement le classique est devenu une base importante dans leur communication. Pour nous, de toute façon, je vous ai dit tout à l'heure, il faut que l'événement évolue tous les ans. Et donc, ça faisait déjà quelques temps qu'on avait la volonté de faire venir les groupes C, mais on n'avait pas le temps de les faire rouler parce que c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir que le Mans Classique a commencé avec 2 jours seulement. On a commencé avec samedi-dimanche, et puis ensuite on est passé à vendredi après-midi, samedi-dimanche. Puis en 2016, on a eu en fait l'autorisation d'ouvrir le vendredi matin. Ça nous a libéré du temps de piste, donc on a fait venir les groupes C. Et on a un plateau de groupe C absolument fantastique cette année puisqu'on a un peu plus de 50 voitures. Donc je crois que ça ne s'est jamais vu. Et à côté de ça, on va encore avoir un nouveau plateau plus moderne qui est la génération après les groupes C. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'on veut attirer sur un événement comme le Mans Classique, on veut attirer bien entendu les passionnés, mais pas les passionnés de mon âge. S'ils en ont 10 de moins, c'est bien. S'ils en ont 20 de moins, c'est bien. Mais s'ils en ont 40 de moins, c'est aussi très très bien. Et cela, il faut les attirer avec des voitures qui signifient quelque chose pour eux. Et donc, pour la première fois cette année, on va faire une parade avec les voitures de 94 à 2014. Donc en fait, on va en être à 90 ans d'histoire des 24 heures, puisqu'on va couvrir la période de 2023 de 1923 jusqu'à 2014. Donc 90 ans, 91 ans d'histoire des 24 heures du Mans. Pierre, tout à l'heure, vous parliez de vos participations au Mans Classique comme pilote. Donc vous avez déjà roulé ici sur une Costin Nathan, je crois, et une BMW M1, de voitures assez différentes. Ça fait quoi de rouler sur ce grand circuit dans une voiture historique? Le premier souvenir que j'ai, c'est que je suis sorti des stands. Alors je connaissais bien le circuit Bugatti, parce que j'avais roulé en monoplace souvent ici. Là, j'étais, en fait, la première fois, c'était dans une Chevron B8. Et je me suis retrouvé dans les S du Tertre Rouge, doublé par 3 Ford GT40. Là, il a fallu que je me pince un petit peu, je me demandais si c'était pas dans un jeu vidéo, et puis quand je suis rentré sur les Naudières, je me suis dit que c'était sérieux, donc voilà, c'était un moment extrêmement émouvant. Après, j'ai eu le deuxième souvenir que j'ai, c'est effectivement avec cette BMW M1 où j'avais fait un relais de nuit et où je m'étais bagarré avec une Porsche 935, c'est un souvenir qui restera jamais dans ma mémoire. Et c'est des voitures par rapport à une voiture moderne, on imagine qu'on ressent beaucoup plus de choses, des vibrations et ne serait-ce que passer les vitesses à la main, on est en train d'oublier ces choses-là. Alors c'est vrai qu'on est en train d'oublier. Si on prend la BMW M1, c'est une voiture qui n'a pas du tout vieilli en termes de tenue de route, en termes d'efficacité, avec un moteur absolument extraordinaire. Peut-être qu'elle fait plus de bruit que nos voitures de maintenant. Et c'est vrai que la différence, c'est la boîte de vitesse. Mais c'est tellement plaisant de retrouver ces joies du pilotage. Après, on se concentre sur autre chose maintenant, sur les voitures plus récentes. On va très vite, mais c'est vrai que cette boîte à crabot, c'était quelque chose. Et ce week-end, on va vous voir en piste sur une Lotus Elan, c'est ça, dans le plateau 3? Voilà, une Lotus Elan de 1965. C'est une voiture que j'ai déjà conduite il y a 2 ans. C'était pas la même, mais la même
le même modèle. Alors c'est une voiture très plaisante, elle n'est pas très puissante, mais elle est très légère, comme de savent faire les Anglais. Et c'est une voiture extrêmement efficace dans les Porsche notamment. Donc c'est un vrai plaisir. Et vous, Patrick, on n'a aucune chance de vous voir au volant ce week-end? Non, aucune. Écoutez, je crois que la dernière fois, je n'ai pas roulé beaucoup, moi j'ai roulé 5-6 ans, mais la dernière fois que j'ai roulé c'est en 96, donc vous voyez ça fait longtemps. Mais en fait je pense qu'il est vraiment difficile d'organiser et de piloter en même temps, parce que si dans le premier virage on pense à un problème d'organisation, normalement ça se finit dans le bac à sable et c'est pas très sérieux. Donc non, je me sacrifie pour que Pierre puisse rouler. Et moi je me repose sur Patrick. Mais conduire des voitures anciennes, c'est quand même quelque chose que vous appréciez sur la route, par exemple. Ah bah oui, j'en ai conduit une hier encore, Non, j'aime bien ça, et puis de temps en temps je vais rouler dans d'autres organisations, mais pas dans les miennes. Et ça me permet de rebondir, parce qu'ici au Mans Classique, on a donc des pilotes qui vont s'affronter sur la piste en voiture historique, mais pas que, on a aussi des voitures de club, c'est-à-dire des gens qui viennent avec leur voiture personnelle, qui l'exposent à l'intérieur du circuit. On en attend, je crois, beaucoup ce week-end. C'est quelque chose qui est important aussi pour le Mans Classique? On en attend, je pense, 8000. Donc effectivement, ce doit être probablement le plus gros rassemblement. Oui, c'est important parce que on ne veut pas faire cet événement uniquement pour les passionnés qui connaissent tout de chaque voiture, etc. On veut que ce soit un événement familial et si on n'écoutait que les passionnés, il y a tout un tas de choses qui disparaîtraient. On a fait par exemple on a installé des paddocks par période, par plateau, de manière à ce que quelqu'un qui n'est pas très initié puisse comprendre tout de suite la cohérence entre les voitures, etc. Les clubs, on prend un club de BMW par exemple, on va mettre le club BMW Angleterre avec le club BMW belge, le club français, le club luxembourgeois, et tout cela, ça va faire un énorme rassemblement. Chez Porsche, on doit avoir 1000 voitures. Et ça, c'est important parce que pour beaucoup de gens, ça leur permet, pour des jeunes ou des non-avertis, ça leur permet de découvrir une marque, de découvrir l'évolution des voitures, etc. Et puis, on permet aussi au club de faire des tours de ce circuit fantastique. Et ça, c'est la récompense de 2 ans d'attente parce qu'ils vont pouvoir tourner pendant 20 minutes sur le grand circuit. Et vous, Pierre, quand on se balade au Mans Classique, dans le village, on voit un garage vintage, on voit même la garde nationale, la gendarmerie avec des costumes anciens, des motos anciennes. Est-ce que ça vous rappelle un peu de l'ambiance des 24 heures du Mans des années 60 ? Il y a un peu cet esprit-là ? C'est même complètement ça. On retrouve complètement ce qu'on connaissait quand moi je venais, j'avais dit une dizaine d'années, et on retrouve cette ambiance qui était une ambiance absolument extraordinaire. C'est vrai que la course moderne a changé, les exigences sont un petit peu différentes, le paddock est peut-être plus fermé. Là vraiment on retrouve l'ambiance où tout le monde peut toucher les voitures, tout le monde peut les voir, il y a une osmose, une communion entre tout le monde, et ça n'a pas de prix. Et ouais, c'est une formidable machine à remonter le temps. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Patrick, vous parliez du BPR. Qui est né en 94. À cette époque-là, les courses de grand tourisme étaient un peu passées de mode, ça n'existait quasiment plus. Vous avez relancé ce championnat-là avec Stéphane Rattel et Jürgen Barth. Et grâce à ce championnat, on a vu des Ferrari F40, des McLaren F1 GTR, des voitures fantastiques qu'on va donc revoir ce week-end en piste dans le Global Endurance Legend, qui est un plateau de démonstration. Vous, que ça doit vous faire quelque chose de revoir ces voitures qui ont été vraiment importantes pour Peter Otto à l'époque? Oui, ça fait toujours plaisir, bien sûr. C'est une tranche de vie, mais assez courte, parce que le BPR a duré 3 ans, donc c'est assez court. Mais il y a des voitures emblématiques comme la McLaren, mais la McLaren a roulé chez nous, et puis elle est venue pour gagner Le Mans en 95. Donc c'est une voiture emblématique pour tous les amoureux. Mais on va avoir, en dehors du BPR, on va avoir une Bentley Speed 8, par exemple, qui a gagné quoi en 2003, je crois. Et ça, c'est une voiture qui reste dans la tête de tous les amoureux. Donc il y a plein de très belles choses comme ça. Je crois qu'il y a 70 voitures et je pense que ça va réveiller 908. Plein de souvenirs. 908, il y a une Panos Esperante que je vais conduire d'ailleurs. Ouais, c'est ça, justement, Pierre, je rebondis un peu là-dessus. À la suite du BPR, le grand tourisme à l'époque a pris vraiment de l'ampleur, et sur à la fin des années 90, c'était devenu des Le Mans prototypes, des GTP, des GT prototypes. Et donc c'était des voitures fantastiques comme la Toyota GT1 qu'on aura en piste ce week-end d'ailleurs. Et lors des dernières 24 heures du Mans, à la conférence de presse, vous avez évoqué le futur championnat 2020 avec ces termes, que vous vouliez des voitures, de vraies voitures de course, all-in racing, au design s'inspirant des supercars et hypercars.
Alors déjà, mais j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous êtes marqué par ces voitures-là, type GT1, Panneaux Espérantes dont vous parliez? Est-ce que ce sont des voitures qui vous inspirent dans la rédaction du futur règlement de 2020? Alors, on adorait ces voitures, oui, la GT1, mais il y avait aussi la Porsche, la Mercedes. Je crois que ce qu'on a voulu retenir dans ce nouveau règlement, c'est pas de mettre des hypercars de route sur la piste, parce que ça c'est très compliqué, ça coûte très cher, mais c'est de garder des châssis de prototype avec les vitesses qu'on a aujourd'hui, mais que les fans puissent identifier la marque, parce que je crois que c'est important aussi d'ailleurs pour le constructeur, mais c'est important de savoir que sinon, finalement, nos prototypes actuels sont magnifiques, mais ils répondent tous aux mêmes lois de l'aérodynamique, donc ils se ressemblent tous. Et c'est très difficile de faire la différence entre une Toyota et une Porsche à l'époque, surtout quand c'était de la même couleur. Donc voilà, on veut revenir à des carrosseries qui soient plus, qui rappellent la marque. Et c'est un peu les hypercars, absolument. On approche de la fin de l'interview, on va reprendre notre marche vers le module sportif. J'ai quand même une dernière question sur le Le Mans classique. Dans toutes ces voitures qu'on va voir ce week-end en piste, lesquelles vous font le plus rêver, Patrick? C'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre parce qu'on a des goûts qui changent, il y a des goûts qui évoluent, etc. Donc, je sais pas, moi, en avant-guerre, j'aime évidemment beaucoup les Bentley, j'aime beaucoup les Alpha 8C, mais c'est pas une grande révélation. Ce sont les voitures qui ont marqué la période, etc. Après ça, dans les années 50, on va trouver des Jaguar C, des Jaguar D. C'est un peu bateau cette réponse, mais on évolue. Et puis il y a des voitures qui vous ont fait rêver, qu'on essaye. Certaines répondent exactement à l'idée que vous vous en faites. Il y en a qui vous déçoivent énormément et on les revend tout de suite. Donc on ne recommence pas l'expérience. Mais ce qui est fantastique ici, c'est qu'on va avoir 700 voitures sur la piste ce week-end. 700 voitures sur la piste avec les 24 heures, c'est 6 plateaux. 6 x 75, ça nous fait 450 voitures, plus les 70 ans de Porsche avec 70 voitures, plus Jaguar avec encore 70 voitures, plus encore 70 voitures avec les voitures dont on parlait de la période 94 à 2014. Donc il y a un choix absolument fantastique. Donc ne me demandez pas de choisir dans 700 voitures, c'est pas possible. Et vous, Pierre, s'il devait en rester une? Une, c'est difficile parce qu'il y en a tellement qu'on aime. Alors moi je suis peut-être un peu plus prototype, quoique les Jaguar D nous ont fait rêver aussi. C'était d'ailleurs un prototype aussi. Voilà, on pense toujours à les Matra. Avec ce V12 au bruit magique, on pense à la Ford GT40 évidemment, la Porsche 917, et puis moi j'ai toujours bien fait pour la Jaguar XJR de, je sais plus quelle année, Patrick, tu vas me dire, 88, voilà, qui gagne le Tom Walkinshaw, qu'on va voir en groupe C, qui était, voilà, j'adorais aussi cette voiture. Et justement, en 2014, vous avez introduit en 2016, vous avez introduit le groupe C ici. Cette année, c'est le Global Endurance Legend avec des voitures encore plus modernes. Quel est votre rêve pour le Mans classique pour les futures éditions? Pour l'instant, on va finir le Mans Classique 2018 et puis après ça, on prendra un peu de temps pour réfléchir à 2020. Mais non, pour l'instant, on va déjà voir. Vous savez, on fait très attention aussi aux commentaires qui remontent. On fait systématiquement des enquêtes auprès des pilotes, auprès des clubs, auprès des spectateurs, etc. pour savoir ce qui leur a plu, et surtout ce qui ne leur a pas plu, de façon à ce qu'on puisse corriger, etc. Donc on attend tout ça et puis on trouvera des nouvelles idées pour 2020. Moi j'ai un rêve pour le Mans classique, c'est de voir la ligne droite du Naudir sans chicane. J'ai aucune chance de le voir exaucer. Non, alors je réponds à sa place parce que lui je sais qu'il va répondre non pour des raisons de sécurité, d'homologation, etc. Et moi je répondrai non pour des raisons d'automobile parce que la première année, il y a effectivement des pilotes avec des voitures anciennes qui sont venus me voir en me disant mais est-ce que c'est bien sérieux d'avoir des Hunaudières, les Hunaudières avec des chicanes. Je dis attendez. Faites vos 45 minutes de course comme ça, vous allez voir. On a déjà suffisamment de voitures qui ont des difficultés mécaniques, etc. Croyez-moi, si on mettait les contours dans la boîte à gants, comme on a l'habitude de le dire, sur 7 km, croyez-moi, il n'y aurait pas beaucoup de monde à l'arrivée. Donc c'est très bien comme ça. Merci beaucoup Pierre Fillon et Patrick Peter. On a passé un super moment avec vous. Merci. Merci. Et rendez-vous après-demain. Ouais, ça va arriver très vite. On est prêt presque. On est prêt, totalement prêt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
Alors on va continuer ce Facebook Live, on va rejoindre Stéphane Donnet. Bonjour Stéphane. Alors, Bonjour, bienvenue au Mans. merci beaucoup. Alors pour continuer le Facebook Live, on avait envie de visiter un endroit que peu de gens verront pendant le Mans Classique. C'est la direction de course, c'est possible pour nous. Alors, je vais vous ouvrir la direction de course. Ah, c'est Ok. très gentil. On va gentiment y aller. Elle est encore en mode, je dirais, travaux. On est encore en train de travailler pour que tout soit en place après les 24 heures. Auto, on a arrangé un peu le matériel, on ressort tout le matériel, on met tout en place pour que ça soit efficace dès vendredi matin. Et alors vous, quel est votre rôle à la CO? J'ai lu que vous étiez chargé de l'organisation des pistes, Voilà. c'est-à-dire c'est... Alors j'ai différentes missions. J'ai une mission tout au long de l'année, c'est l'allocation du circuit Bugatti. Mon rôle est de louer le circuit le plus possible pour que évidemment il soit occupé comme tout grand circuit français. Je passe devant. Je vous suis. Et j'ai un second rôle au moment des épreuves. Je suis chargé des moyens de sécurité. Je suis responsable du PC opérationnel, ce qui est la direction de course qu'on va aller visiter. Et alors vous parlez de l'occupation du circuit, c'est-à-dire que le circuit Bugatti, ça roule toute l'année dessus? Oui, ça roule toute l'année entre les écoles de pilotage, les différents roulages. On est maintenant à peu près du 15 janvier au 15 décembre. Je vous laisse passer. Voilà, on va passer par le petit couloir. Donc là on est dans ce qu'on appelle le Voilà. module sportif. Normalement, ça s'arrête là. Ouais. Alors, nous, on va continuer. Combien vous êtes à avoir accès à cet endroit-là pendant Alors, on est une trentaine de personnes pour la direction de course. Il y a des gens qui tournent par équipe. Certaines personnes comme moi, comme Patrick, sommes là en permanence. Voilà, ça fait une trentaine de personnes à peu près en permanence dans la direction de course. Alors on a Patrick Morisseau qui va venir nous rejoindre aussi. Alors Patrick, c'est le directeur de course au Mans Classique, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai cette chance d'être le directeur d'épreuve pour le Mans Classique, oui, et les 24 heures du Mans aussi. Oui. Et alors comment vous répartissez, vous êtes tous les deux présents dans cet endroit pendant le Mans Classique, hein, c'est bien ça? Comment vous répartissez les tâches? Alors bon, c'est une organisation, je dirais, d'équipe, hein, puisqu'on ne peut pas être présent en permanence vu l'amplitude horaire. Alors moi, comme Stéphane, avons l'obligation légale de rester sur le site pour des raisons de sécurité, pour des raisons administratives. Et ensuite, moi, je vais avoir deux équipes qui vont se répartir les plateaux, hein, et avec des pauses la nuit, pour assurer la sécurité et le bon déroulement sportif de l'épreuve. Et Stéphane, on voit derrière tout un tas d'écrans. Voilà. En quelques mots, le dispositif, c'est combien d'écrans Donc ici, on est combien à- de caméras autour du circuit? On est à 36 caméras sur le grand circuit, et 36 caméras qui couvrent tous les 13 km de piste. Chaque caméra est équipée d'un zoom très performant. Elles sont également rotatives, donc on a les deux côtés de la piste par caméra. Et on travaille sur le côté droit, vous avez un grand écran. On est en train de travailler sur la nouvelle technologie pour le futur. On est en train de tester de nouvelles caméras. On profite des 24 heures et le Mans Classique pour tester des nouveaux systèmes. On pense 2019, on va changer tout notre système de caméras et de vidéo. Et qu'est-ce qu'elles auront de plus, ces nouvelles caméras? On est sur un système qui est un peu ancien encore et on va passer sur un système complètement haut de gamme avec des caméras totalement numériques. Donc l'image est quand même nettement meilleure sur les écrans. On va changer également nos écrans, on va passer sur des dalles numériques. Voilà, c'est un gros gain. Et on a également un gain très important de nuit parce qu'on est actuellement sur des systèmes vidéo qui n'aiment pas la nuit. On perd beaucoup les images, on prend les phares dans les caméras et on voit plus rien. Avec les nouveaux systèmes numériques, on a vraiment un gros gain. Donc on travaille énormément dessus là depuis les 24 heures avec Patrick. Et là, Patrick, quand je regarde tous ces écrans, je me dis que c'est impossible de voir tout ce qui se passe. Vous êtes combien de personnes à regarder ces écrans? Est-ce que c'est défini par zone? Comment ça fonctionne exactement? Peut-être que le plus simple, c'est que je vous explique comment on travaille. C'est-à-dire que dans cette partie arrière, juste derrière moi ici, c'est le PC médical, donc c'est le médecin-chef qui est en relation permanente avec moi, sachant que moi je suis assis juste devant. Sur sa droite, on va retrouver les opérateurs radio, sachant que le circuit est divisé en deux zones bien distinctes qui sont l'intérieur et l'extérieur du circuit. Hein, on a un réseau radio à l'intérieur, un réseau radio à l'extérieur et un troisième réseau radio avec les signaleurs, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont déclencher les feux en début ou en fin de poste. Donc ça, c'est un peu l'organisation, je dirais, de cette partie-là. Ensuite, on va avoir la partie avant, qui est notre partie vraiment de direction de course. Alors moi, je suis installé ici, hein, avec... alors, la particularité du Mans Classique, c'est qu'on va travailler, certes, avec des moyens modernes de contrôle, mais on ne va pas être avec les moyens, je dirais,
hyper sophistiqués qu'on peut avoir durant les 24 heures du Mans, en positionnement numérique des voitures via GPS, avec des vitesses, avec des datas qui arrivent à chaque tour où on sait qui fait quoi. Là, on revient un petit peu quelques années en arrière. Tout est fait pour la sécurité des pilotes, mais avec quand même un aspect visuel et un aspect, je dirais, gestion de l'épreuve, entre guillemets, un peu à l'ancienne, qui reprend son droit. Donc je suis assis ici, j'ai 2 assistants, un qui va suivre les voitures sur Internet, sur cette page, et ensuite on va pouvoir envoyer des messages sur cet ordinateur-là, puisqu'on va aussi utiliser cette année, comme il y a 2 ans, les slow zones qu'on déploie pour les 24 heures du Mans. Donc quand on a un incident un peu plus important dans un secteur, plutôt que d'avoir un safety car qui va entrer en piste et qui va, entre guillemets, ruiner la course, puisqu'on est sur des épreuves de 45 minutes, donc un safety car sur 13 km ne va sans dire que l'épreuve va être tronquée. Donc là, on va déclencher des slow zones, comme aux 24 heures du Mans, pour aller intervenir sur la piste. Et tout ça va se faire ici. Je vais prendre ces décisions, ou mes adjoints vont prendre ces décisions de déclencher safety car ou slow zone. Cette information, je la relaye ensuite sur ma droite aux opérateurs radio signaleurs, qui sont les plus proches de moi. Donc eux vont dire aux signaleurs slow zone dans telle zone à telle heure 00. On a un renvoi de cette information dans les commandes de feu pour que le décompte soit bien le juste. Et juste à l'heure définie, la zone va se mettre en slow. Donc ça, c'est la partie signalisation. Et ensuite, eh bien, on arrive sur Stéphane, qui avec son collègue Alex et l'autre partie de l'équipe, eux vont gérer l'intervention. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais demander à Stéphane, on est sous slow zone, on peut envoyer les commissaires, je veux que tu m'envoies le Manitou pour sortir la voiture du bac. Donc c'est des décisions en cascade qui vont jusqu'à Stéphane et qui peuvent revenir au médical si on apprend que le pilote est blessé. Enfin voilà, c'est très fluide, l'explication elle est un petit peu schématique, mais dans la réalité, tout ça, ça se fait avec une grande fluidité. On a une grosse habitude de travailler ensemble, c'est vraiment un travail d'équipe. Parfois, un seul regard suffit, il n'y a pas besoin de se parler. C'est une équipe bien rodée. En plus, on sort là, des 24 heures où on a vécu une semaine tous ensemble magnifique et on est prêts, toutes les équipes sont préparées. Il faut aussi le dire, 960 commissaires. Hein, ce qui est très très important pour nous, c'est-à-dire que voilà, tout sera prêt pour que ce soit une grande édition du Mans Classique. Donc si j'ai bien compris, Stéphane, c'est vous qui êtes en lien direct avec les commissaires sur le terrain. Alors pas sur les 24 heures, c'est ce qu'expliquait Patrick, vous avez 2 réseaux radio derrière vous qu'on nomme extérieur, intérieur. Ce sont d'autres personnes qui gèrent les commissaires puisqu'on peut pas... on ne pourrait pas gérer tous les réseaux radio. On a des systèmes d'intercom avec beaucoup de réseaux radio, mais au-delà de 3 dans l'oreille, on ne peut plus faire, c'est trop compliqué. Donc moi ici, je gère tout ce qui est VRI, le départ des voitures médicales, le starter qui est un poste important, et tout ce qui est directeur de course. Ici, ces 2 postes-là gèrent que les slow zones et la gestion des caméras. Donc une caméra, c'est tout simple, on l'appelle, et une fois qu'on a la main dessus, on fait ce qu'on veut. On peut aller zoomer. Voilà. Et elles sont rotatives, elles tournent sur elles-mêmes. Il n'y a pas 1 mètre carré qui vous échappe là sur tout le circuit? Ouais, c'est assez fiable. C'est très fiable de jour. On arrive à la limite du système de nuit, puisque là, effectivement, la caméra va prendre trop de lumière des voitures et on va perdre l'image. C'est pour ça qu'on travaille sur ce nouveau système numérique actuellement. Alors Patrick, aux 24 heures du Mans, il y a un départ à 15 heures et ensuite c'est parti pour 24 heures, ça roule de jour, de nuit. Ici ça va rouler de jour et de nuit, en revanche il y aura un petit peu plus de départs, j'ai compté, il y a 21 départs en tout samedi et dimanche. Oui, je crois qu'on fait un départ pratiquement toutes les heures puisque les courses font 45 minutes. Donc là aussi, on a une organisation qui est mise en place avec un starter, avec quelqu'un qui est au damier, puisqu'en plus, cette année, la ligne de départ n'est plus la ligne d'arrivée avec la nouvelle passerelle, avec la nouvelle organisation. Donc tout ça, on l'a calé et on sait qui fait quoi à quel moment, qui va être dans les leading cars, qui va être dans les safety cars. Voilà, tout ça, c'est déjà organisé, planifié. Il y a des noms derrière tout ça. Et voilà, mais c'est une vraie chance d'être au Mans Classique. Et à quelle heure vous serez en place tous les deux samedi matin? Je pense vers 6h, 6h30, je pense, pour moi. Je crois qu'il faut déjà à quelle heure on sera en place vendredi matin. Oui, il y a vendredi d'abord. Ouais. Oui, puisqu'on on a aussi, j'entendais tout à l'heure, puisque je regardais le Facebook Live dans mon bureau en vous attendant, Patrick Péter qui annonçait 8000 voitures en parade. Mais ça aussi, ça c'est pas une gestion très sportive, puisque là, il n'y a pas de course. C'est quand même sous ma responsabilité administrative, donc je me dois d'être là, mais c'est une grosse
organisation à mettre en place, et ça, c'est les équipes de Stéphane qui gèrent ça à la perfection. Mais donc, on sera déjà là, je crois, vendredi, samedi, dimanche, on va faire VSD. Mais, ensuite, bon, vous restez pas 24 heures, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, il y a un roulement, mais j'imagine que vous n'êtes pas trop loin, vous dormez quand même proche d'ici. Hein. Alors, notre meilleur ami, c'est le canapé blanc que vous avez derrière vous. Hein, il est très confortable. On y passe beaucoup de temps dans ces événements-là. Et non, voilà, on se relaie. On a quand même une salle de repos. Moi, voilà, dans la nuit de samedi à dimanche, je ne quitte pas ce canapé parce que voilà, c'est trop important en cas de problème. Je dois être l'interlocuteur du préfet, de Ghislain Robert en cas de gros problème. Il faut que je sois immédiatement. C'est un tour de garde, quoi, immédiatement opérationnel. Et nous, pour les chefs de piste qui sont là, Sébastien, Julien, Alex, je les nomme parce qu'ils font un boulot magnifique comme tous nos commissaires. Philippe, je vais en oublier, mais Stéphane Bertrand. On a une zone de sommeil tout au bout du couloir avec un gros bip. Un bip qui réveille bien, qui ne met pas forcément de très bonne humeur au début, mais on est sur le pont très rapidement. À l'air général. Voilà, ouais, tout à fait. Et ici, on voit qu'il y a quand même du monde et il y a des gens au premier rang, au deuxième. Est-ce que des fois on se gêne? Est-ce que des fois le ton monte un peu Non, non. Alors, la particularité du Mans, c'est de travailler avec les intercoms, donc comme celui qui est le mien devant. C'est-à-dire que quand je travaille, je vais avoir mon casque sur les oreilles comme ça. Et avec tous mes intercoms, j'ai 2 pages et je peux parler à tout le monde. Donc même si je parle à voix basse à mon collègue qui est derrière, il n'est pas obligé de me répondre en criant parce qu'on s'entend. Je peux commuter plusieurs pages, donc je peux savoir ce qui se passe sur les réseaux, je peux savoir ce qui va se passer au safety car, je peux parler avec Philippe qui va être le responsable des dépannages, je peux parler un moment à Stéphane, mais vraiment en communication privée. Hein, donc c'est même des fois très perturbant pour les gens qui sont autour parce que on peut lancer des opérations importantes sans qu'ils se disent rien dans notre PC. C'est-à-dire que je peux à un moment parler avec le médecin-chef derrière, avec Dominique Vivier, en lui disant Dominique, tu as besoin de quoi? Il va me dire Patrick, il faut envoyer un VRI parce que ça a l'air d'être un accident important. Et je vais relayer à Stéphane départ du VRI immédiat. Mais sans l'avoir dit plus fort que je vous le dis là. Ouais. Et c'est très choquant pour les gens qui arrivent pour la première fois parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et malgré tout, tout roule, c'est une habitude et aussi un gros travail des équipes de dépannage pendant le Mans Classique, puisque comme on a très peu de temps entre chaque série, c'est fréquent qu'on a plusieurs voitures d'arrêter quand même, hein, dans des endroits différents. Donc là, il faut intervenir très vite pour que les voitures reviennent au paddock. On entend une mouche voler ici ou une ventilation soufflée. Quand on entend au-delà d'une mouche volée, normalement on a un petit mouvement de colère, il y a un petit bouton où on parle encore plus fort que tout le monde et on demande le silence. Mais c'est quand même très rare ça. Et je ne l'ai pas encore, mais j'ai une petite sonnette type sonnette des réceptions d'hôtel où je fais gling gling. Ça veut dire que le ton monte. Le ton monte et on a besoin de calme. Voilà. Et vous, Patrick, vous êtes présent sur tous les événements Peter Auto sur circuit, donc vous êtes un habitué des courses historiques. Quelles sont les grandes différences de votre point de vue entre une course historique et une course moderne à la direction de course? À la direction de course, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de grosses différences. On gère une course historique comme une course moderne, puisque dans le cadre du CER, il y a quand même de gros enjeux. C'est une vraie compétition, des pilotes quasi professionnels, voire même des anciens vainqueurs des 24 heures du Mans qui roulent chez Peter Auto en CER. Hein, des gens comme Jurian Barth, comme Emmanuel Pirot, beaucoup d'autres, mais c'est les 2 noms qui me viennent à l'esprit. Donc la gestion du meeting reste la même. Après, ce qui va différencier entre une épreuve vraiment moderne et du CER ou le Mans Classique, c'est les moyens technologiques qu'on va avoir à notre disposition. C'est-à-dire que les voitures ont moins d'électronique embarquée qui vont renvoyer des informations vers la direction de course. Donc on gère sportivement de la même façon avec moins d'outils numériques. Voilà. Vous pouvez entrer en communication directement avec les pilotes. On entend ça aux 24 heures du Mans. Est-ce que c'est possible aussi en historique? Non, alors là c'est vraiment la grosse difficulté, c'est qu'en historique on n'a pas ces moyens de communication. C'est-à-dire que quand on est aux 24 heures du Mans, j'ai un deuxième dashboard comme celui-ci, où quand j'appuie dessus, je parle à toute la pit lane. C'est-à-dire que les 60 team managers vont entendre ce que Eduardo Freitas ou moi-même allons dire, c'est-à-dire attention, on a un incident dans tel virage, utilisez la partie droite du circuit parce qu'il y a des débris à gauche. Toutes ces informations, on les donne dans la pit lane et elles sont immédiatement retransmises aux pilotes dans leur voiture. Là, il va y avoir un drapeau jaune, des commissaires qui vont montrer des flèches et ça roule. J'ai une dernière question pour vous deux. Que ce soit aux 24 heures du Mans ou au Mans Classique, est-ce qu'il y a des moments quand même où vous avez le temps d'en profiter un petit peu ou est-ce que vous vivez la course qu'à travers les écrans ici?
Alors, je suis certainement le directeur de course qui n'a jamais vu une voiture aux 24 heures du Mans passer dans un virage. Je n'ai, Voilà. mis à part quand je venais avec mon père, avec mes amis en tant que spectateur, il y a de nombreuses années maintenant, depuis 4 ans, je n'ai jamais vu une voiture rouler. Chez Et on Peter, a- c'est un peu pareil parce qu'on a le CER, au rythme où vont les épreuves, les courses, on ne voit pas. Je crois que même à Spa cette année, le soir à 18h, j'étais pas descendu dans le paddock depuis le jeudi soir. Voilà. Mais on a un tel plaisir, on a une telle chance de faire ça. Voilà. Voilà, C'est ce que j'allais dire, on a de la chance. On voit le montage, on voit le démontage, on voit des fils de voitures, mais c'est tout. Oui, On n'a pas la chance d'aller les voir ailleurs que derrière nos écrans. on est les chefs d'orchestre d'un très grand orchestre et c'est magnifique quand la partition est bien jouée, mais on reste derrière le pupitre. Merci beaucoup Stéphane. Patrick, vous restez avec nous parce que j'ai un petit service à vous demander pour terminer. J'aimerais bien, j'ai vu qu'on était juste à côté du podium, est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller y faire un petit tour, hein? Il n'y a pas d'interdit. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Là, d'ailleurs Patrick, j'en profite, on traverse une pièce qui est accolée à la direction de course. Elle sert à quelque chose cette pièce? Oui, c'est une pièce importante puisque je dirais, c'est le bureau de Ghislain Robert qui est le directeur des opérations pendant toute la durée du Mans Classique. Mais c'est aussi le bureau ovale, ça peut être le bureau où on se rencontre pour Les discuter. réunions de crise un peu. Non Mais ça peut être aussi un bureau de réunion de crise. C'est le bureau où se tient le briefing tous les matins à 8h des équipes dirigeantes de la CO. Voilà, c'est vraiment un lieu très, très spécial avec beaucoup de souvenirs des 24 heures voilà, toutes les voitures qui ont gagné les 24 heures du Mans et avec quelques maquettes. Enfin, c'est vraiment un bureau très, très spécifique. C'est aussi là où on doit tenir vraiment s'il y a un problème important, une réunion de crise, puisqu'on a aussi des réseaux, enfin des process et des organisations qui sont mises en place en cas de problème important. Si un pilote vient se plaindre, c'est ici que vous le recevez pendant. Non, si un pilote vient se plaindre, il viendra se plaindre dans mon bureau. On le reçoit voilà, à l'écart, parce que bon, voilà, il y a des procédures aussi. Il est accompagné par un relation concurrent, on m'appelle et à ce moment-là, je le reçois dans mon bureau, dans ce couloir. Allez, on file vers le podium. C'est indiqué, c'est ici. Tiens, j'en profite, Patrick, on voit ici quelques drapeaux. Si on a le temps de faire un petit rappel des significations des différents drapeaux, j'espère que vous les connaissez par cœur. Oui, donc comme sa couleur l'indique, il est vert. Donc le drapeau vert, c'est le signal que tout est clair, qu'on peut continuer la course. Ça, c'est un drapeau de jaune-orange. C'est un drapeau qui peut être utilisé très très régulièrement pendant le Mans Classique. C'est un drapeau de changement d'adhérence, donc soit il se met à pleuvoir, ou éventuellement du gravier en quantité importante sur la piste, mais souvent au Mans Classique de l'huile. Je crois que c'était le drapeau de la Catalogne. Et celui-ci, le bleu. Le drapeau bleu, ça veut dire il va signaler un concurrent qu'il est rattrapé, qui va être doublé par un autre concurrent qui doit garder sa ligne et l'autre va le doubler dans la zone. Celui-ci, ils sont gérés par les commissaires directement, ou vous donnez des consignes en Ah direct? non, c'est les commissaires qui gèrent. Alors, il se peut qu'à un moment, on leur dise attention, le leader, c'est tel numéro, on voit derrière qui arrive, donc soyez vigilants. Ça, c'est dans le cas de course avec des gros moyens technologiques derrière. Là, c'est vraiment les commissaires qui font juger. Voilà, ils ont une totale. Donc, le drapeau qui va signaler un danger, donc c'est le drapeau jaune. Donc, ça veut dire qu'il y a un danger immédiat sur la piste. Il peut être présenté aussi double jaune ou double jaune. Quand il y a un double jaune, c'est vraiment qu'on a un problème beaucoup plus important. Le drapeau blanc, qui est beaucoup utilisé sur le circuit des 24 heures, ça veut dire qu'une voiture est au ralenti, qu'elle roule très lentement sur le côté de la piste. Et enfin le rouge. Celui qu'on n'aime pas utiliser, le drapeau rouge, c'est le drapeau immédiat, d'arrêt immédiat de la course, puisqu'il y a un gros problème sur la piste, donc tout le monde doit ralentir d'une façon importante sa vitesse, être prêt à s'arrêter et rentrer au stand ou à l'endroit où on aura signalé dans le briefing. Bon, 10 sur 10, je crois. On va finir, on voit ici les trophées qui seront remis aux concurrents ce week-end. Je crois qu'il y a plusieurs remises de prix pour chaque compétition, hein, c'est ça? Ah, là, oui, je pense qu'il y a plusieurs reprises, mais là je vous laisse vraiment faire. Donc vraiment, les résultats vous intéressent pas,
Oui, des fois Purement je repars... concentré mais sur oui, la- mais ça, c'est très clair. Je repars souvent le soir d'une épreuve, je sais pas qui l'a gagné. Mm. Parce que bon, voilà, on est dans notre truc. Enfin, voilà, c'est Chacun sa. peut-être pas les 24 heures du Mans, mais là, en plus, il y a tellement de plateaux que, voilà, mis à part si on a vraiment des pilotes que l'on connaît bien, on s'attarde pas trop sur ces plateaux. Allez, on va finir ce live sur le podium, qui est encore un peu en cours d'installation, avec une vue splendide sur la ligne droite des stands. Ben voilà, on vous remercie tous de nous avoir suivis pendant ce Facebook Live. On sera en direct de nouveau demain à 17h et puis vendredi à 9h et à 14h pour une conférence de presse qui sera publique au cœur du village avec les pilotes du Mans Classique. Merci beaucoup Patrick Merci de nous à vous, avoir merci à tous. fait visiter cet endroit unique et magique. Ouais. Et à vendredi avec le bruit. Avec du bruit, ouais. Merci, au revoir.